copie, si ce CNV-là est pathogène, c'est parce qu'il touche une région extrêmement riche en gènes et que lorsque l'on délète cette région 22q11.2, on va avoir une délétion qui va partir à peu près d'ici pour emporter une cinquantaine de gènes, alors que le chromosome 22 n'en comprend qu'une centaine à peu près. Donc vous avez la raison d'être du fait qu'un CNV pathogène ici pourrait très bien avoir une taille plus grande dans cette région sans entraîner de phénotype. Et là aussi, c'est une question très importante qui a dû être abordée et qui revient à cette discussion sur la variabilité du génome, c'est qu'il est souvent difficile, et ça peut paraître paradoxal comme ça, il est souvent difficile de savoir qu'une variation de nombre de copies, un CNV, fût-il de grande taille, est à l'origine d'un phénotype. On a tous les vendredis dans le service de génétique un staff où il y a les généticiens cliniciens qui viennent avec des patients qui ont été explorés par hybridation comparative du génome, CGH, et Serge Romana et ses collaborateurs qui viennent avec des résultats, et on confronte la clinique avec les résultats de CGH, et il ne se passe pas un staff sans qu'il y ait un malade qui ait un phénotype, on va dire les cardiopathies, retard intellectuel, un CNV de 3 mégabases, un truc mastoc, sans que l'on puisse véritablement dire cette variation de nombre de copies, ce CNV, est responsable du phénotype. Parenthèse, quel est le premier réflexe que vous avez quand vous avez cette question-là, un malade qui a un phénotype complexe et vous retrouvez un CNV qui n'est pas banal, qui n'est pas un polymorphisme, qui n'est pas un CNP reconnu déjà, quel est le premier élément qui peut vous orienter sur la responsabilité ou l'innocence de ce CNV dans les symptômes? Oui, test, c'est ce que tu voulais dire aussi? Très bien. Donc test chez les parents, c'est ça. Donc tout de suite, vous vous retournez vers les parents en disant est-ce que l'un d'entre eux est porteur de ce CNV ou pas? Si l'un d'entre eux est porteur du CNV sans le phénotype, vous avez tendance à penser qu'il n'a pas de lien. Je dis tendance, il faut se méfier de la pénétrance de ces variants. Si en revanche, aucun des deux parents n'est porteur de ce CNV, alors vous avez une bonne raison de penser qu'il est survenu chez l'enfant, ça c'est démontré, mais une bonne raison aussi de penser que survenant chez l'enfant, il est survenu accompagné d'un phénotype. Là aussi, on peut se tromper. On vient d'avoir cet exemple il y a quelques semaines, un CNV de 3,5 mégabases, de novo, c'est-à-dire qui n'est pas hérité des parents, et qui est dans une région totalement dépourvue de gènes, et pour lequel on pense véritablement qu'il n'a pas de lien. Et pourquoi on le pense? C'est parce qu'on a trouvé la cause ailleurs. On sait que cet enfant a une mutation homozygote d'un gène qui n'est pas dans cette région du tout, et qui cause le phénotype, et que ce CNV peut par conséquent être totalement débaptisé en variant rare et non causal. Distribution très irrégulière des gènes, donc ce qui veut dire que le paysage génomique moyen est très désertique. Ça, c'est 100 kb, 100 kilobases de génome humain de base, évidemment que c'est un schéma, avec un gène moyen, MOI1. Un gène moyen, qu'est-ce que c'est? Codant pour une protéine, c'est à peu près 27 kilobases, c'est la moyenne. Retenez pas ces trucs par cœur, mais enfin c'est pour vous donner une idée, c'est le gène médian. La taille des exons, dont il a en général une demi-douzaine, ici 7 exons, est de l'ordre de 122 nucléotides. Et la séquence codante de l'ensemble de ces exons va faire à peu près 300 à 400 acides aminés. C'est le gène de base. Il a déjà 2 promoteurs, et comme je vous l'ai dit, il a en moyenne 4 transcrits possibles, qui peuvent être par des promoteurs alternatifs, qui peuvent être par un système de polyadénylation des ARN alternatifs. Évidemment, chaque phénomène pouvant se démultiplier, le promoteur A avec adénylation de type court ou type long, promoteur B avec adénylation de type court ou type long, etc. Ce qui va aboutir à ces 4 transcrits moyens par gène de notre génome. Troisième élément important, ce pourcentage de génome humain constitué par les gènes codant pour des protéines et qui est de l'ordre de 1,5 à 2%. Comment est-ce qu'on l'appelle ce pourcentage de génome couvert par les gènes codant pour des protéines? L'exome.
C'est l'ensemble des exons. Vous savez que les biologistes et scientifiques actuellement sont très fans du home. Home, ça veut dire l'ensemble de. Donc l'exome, c'est l'ensemble des exons. Et l'exome est aussi une méthode qui consiste à capturer et séquencer dans le génome l'ensemble des exons d'un individu, qui est une méthode qui est d'ailleurs discutée en termes de diagnostic aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la pratique courante, mais c'est une option possible de dire l'exome clinique, qui serait de dire, plutôt que de séquencer les gènes un par un, sauf quand on a une très bonne idée, une très bonne hypothèse candidate, bon, on séquencerait l'ensemble des gènes codants pour des protéines, c'est-à-dire l'exome. Ben, cet exome ne couvre que 1,5 à 2% de notre génome suivant qu'on ajoute les micro-ARN ou pas. Est-ce que ça veut dire que les 98% qui restent sont sans aucun intérêt? Pas du tout. Voici un vieux schéma, c'est des collègues suisses, l'un qui travaille à Genève, Stilianos Antonorakis, et l'un à Lausanne, Alexandre Raymond, qui avait, il y a quelque temps, eu la bonne idée de comparer la séquence de génomes d'espèces différentes, en l'occurrence ici hommes et souris, et de faire un score de ressemblance génomique. Ils l'avaient fait pour le chromosome 21 parce qu'ils sont intéressés à la trisomie 21. Et ce score de ressemblance, lorsque l'on est dans un gène du chromosome 21, ici PWP2, est évidemment extrêmement fort dès que l'on s'adresse à un exon. Il y a une très forte conservation phylogénique, donc ressemblance liée à un ancêtre commun, conservation phylogénique. Et vous voyez que ce gène ici, avec son exon 1, son exon 21, son domaine qui fait à peu près 27 kilobases, c'est une sorte de gène moyen, a un grand intron numéro 2, dans lequel le score de conservation est très faible, ici 50% d'identité entre les séquences d'acide nucléique et 100% entre les nucléotides. Et vous voyez que dès que vous êtes dans un exon, le score qui est ici, la petite barre, est à 80%, 90% de ressemblance. Et très souvent d'ailleurs, la différence se fait sur le troisième nucléotide des codons de ces exons, c'est-à-dire que c'est synonyme du point de vue de la traduction protéique. Normal, on s'y attend, il y a une très grande conservation phylogénique entre hommes et souris, malgré la distance historique, 100 millions d'années pour l'ancêtre commun. Et cette conservation est d'ailleurs extrêmement utile parce qu'elle indique en retour les régions qui sont vraisemblablement fonctionnelles, c'est-à-dire conservées par l'évolution. C'est le grand thème de la conservation génétique. L'idée darwinienne étant qu'il y a eu une pression de sélection purificatrice, c'est-à-dire qu'on a épargné les mutations à ces endroits-là, non pas parce qu'il y a un intelligent design qui a dit attention, il ne faut pas toucher au génome ici, c'est pas bien, mais parce que si on touche au génome ici, il y a mutation. S'il y a mutation, il y a perte de ce que les anglo-saxons appellent le fitness, c'est-à-dire la possibilité de reproduire cet allèle. C'est pas un sport, c'est pas une gymnastique, en génétique en tout cas. Et ça consiste à perdre des allèles qui sont mutants. Donc si on perd les allèles mutants, on a évidemment un pool d'allèles mutants qui sont remarquablement identiques, conservés par l'évolution. C'est exactement ce que dit ce score, où les introns qui ont un rôle beaucoup moins important sont bien moins conservés que les exons. Mais là où je voulais en venir, c'est que ces deux chercheurs ont regardé les scores de conservation au-delà des gènes codant pour des protéines. Ici, dans une région où il n'y a aucun gène connu. Absolument pas. Il n'y a pas une seule séquence codant pour des protéines et il n'y a pas non plus de transcrit. Il n'y a pas d'ARN non codant. Pour ça, il y a des ARN non codants qui sont là et qui expliquent des conservations. Et quand vous prenez ici 60 kilobases de régions du chromosome 21 dépourvues de gènes codant pour des protéines et non transcrites en ARN, vous voyez qu'il y a aussi des régions qui ressemblent par leur conservation à des exons, mais qui n'en sont pas, où les scores de conservation sont de 70, 90, 80, 70, près de 100% parfois, aussi conservés que le sont les exons.
des gènes codant pour des protéines. Et donc l'idée est là que, puisque la conservation phylogénique va bien au-delà des séquences codantes pour des protéines, cela veut dire que la fonctionnalité du génome va bien au-delà de l'exome. Et c'est un des premiers éléments qui a permis d'étendre la carte du génome utile par rapport à la carte du génome traduit. 2% de traduction, l'exome 1,5 à 2%, et beaucoup plus en conservation. Combien en conservation? Voici un petit diagramme qui vous représente la structure générale de notre génome. À peu près la moitié du génome ici en pointillé est constitué de séquences répétitives, des transposons, des fragments d'ADN reliques, des long terminal repeats de rétrovirus, etc. Enfin, ce qu'on a appelé jadis une poubelle, l'ADN poubelle, le junk DNA, qui constitue 53% de notre ADN. Et puis vous avez ici, en trait continu, les séquences à copie unique, single copy sequences, ici en brun, 47% de notre ADN. Donc on va dire à peu près moitié-moitié. Mais dans cette moitié de simple copie, l'exome ici, si on inclut les micro-ARN, etc., ne représente que 3%. Donc quand on séquence un exome, regardez ce qu'on séquence du génome, c'est quasiment rien. Si maintenant on regarde ce qui est conservé dans le génome, c'est 8%. 8% de la totalité du génome, c'est-à-dire 16% du génome à simple copie. Donc ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de régions conservées que l'exome, et par conséquent, 3 fois plus de régions qui ont probablement un rôle, puisqu'elles ont été conservées au cours de l'évolution des espèces. Et puis plus récemment, il y a eu toute une série d'articles très prestigieux qui sont sortis en escadrille en 2012 et 2013 par un projet international qui s'appelait ENCODE, E-N-C-O-D-E, qui est ici, Encyclopedia of DNA Elements, qui consistait à dire, est-ce qu'au-delà de la conservation, il y a de la fonction? Donc là, vous avez vu l'exome, 2 à 3%, on arrive à la conservation, 3 fois plus, 8% de l'ensemble du génome, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un génome humain qui aurait quand même des fonctions, même s'il n'est pas bien conservé entre les espèces? Réponse, oui. Alors comment a-t-il été possible d'aboutir à ce tiers de l'ensemble du génome, 37,6% du génome, auquel on pourrait attribuer une fonction? C'est toute une pléiade, une myriade de tests biologiques qui ont été pratiqués, impliquant la chromatine, impliquant la transcription, la recherche d'ARN, etc. Et dans 120 types cellulaires humains, donc vous avez l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse, c'est les tests pratiqués. L'ordonnée, c'est le nombre de cellules dans lesquelles on a pratiqué ces tests, pour aboutir à ce chiffre assez impressionnant que 37% de l'ensemble de notre génome est doté d'une probable fonction, soit par l'exome, soit par conservation, soit par analyse d'expression, test chromatinien. Ça, c'est un cours que vous aurez, pour ceux qui le font, dans le parcours d'initiation à la recherche de génétique. ENCODE. Et 37% de l'ensemble du génome, c'est 80% des séquences uniques. Regardez cette espèce de camembert là qui va jusqu'à à peu près 80% des séquences de copies uniques. D'où l'idée, et là il y a une petite approximation journalistique, qui a été le slogan, qui avait 80% de notre génome est utile, ce qui était un choc culturel par rapport à l'idée de l'ADN poubelle, l'ADN qui ne servait à rien, la boîte noire, etc., etc. En réalité, ce n'est pas tout à fait 80%, c'est 80% du génome à simple copie, donc 37% du génome total. Si on reprend
nos différents individus. Il y a une autre façon de voir ça, en disant, j'ai dit à plusieurs reprises, la complexité des individus, la complexité des espèces. C'est un terme un petit peu flou en biologie, en médecine, mais on peut en faire l'approximation sur le nombre de types cellulaires d'une espèce. Ici, vous l'avez ici, 1, 3, 8, 12, 25, 120, le nombre de cellules distinctes.